écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Aujourd'hui, on va parler des premières années, des premières décades du Maroc musulman, c'est-à-dire la fin du 7e siècle, vers 690, et toutes les tensions qui ont pu avoir lieu entre les Omeyyades, arrivés donc de Damas. C'est bien ça, et les populations locales. Et pour nous en parler, qui de mieux que Mustafa Kadeli, qu'on ne présente plus. Marhaba bik, tu es chez toi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous me pousser à réviser mes classiques. C'est très bien. Alors là, je vous préviens tout de suite, signe de l'exceptionnelle intensité de ce podcast, Mustafa Kadeli a des notes sous les yeux. Il a 2 pages pleines de notes sous les yeux, avec des chiffres et des lettres. Absolument. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. En arabe et en français, c'est ça? Oui. D'accord. Donc tu as convoqué 2 langues et des chiffres, donc je pense que ça va être complexe. On t'écoute, mon ami. Quand est-ce que commence cette affaire, l'arrivée des Omeyyades? C'est quand? Non, c'est pas pour être complexe, c'est pour faciliter, parce que bon, c'est pas une période que je maîtrise parfaitement, même si ça fait partie de mes classiques et des choses que tout un historien doit maîtriser en principe, parce qu'on a toujours besoin de revenir sur le passé. Et parmi les problèmes qui se posent toujours, c'est comment regarder ce passé, comment en parler. Alors pour résumer, nous avons nos historiens jusqu'au temps colonial, avec la manière avec laquelle ils racontaient. Il faut comme le dernier des derniers qui est mort juste avant le protectorat, Mohamed Ben Khalid al-Nasiri, qui nous a laissé une compilation sur l'histoire du Maroc, sur l'Istersa. Mais à partir du temps colonial, les Français, les Espagnols, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, essaient aussi également de s'incruster dans ce domaine de l'histoire et d'essayer de construire une histoire qui nous a biaisé notre manière de regarder l'histoire. Par exemple, que ce soit les Espagnols ou les Français, pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et tout ça, pour eux, si je peux résumer, ils ont résumé tout cela en une histoire de succession de conquérants. Qui se sont installés chez nous. Qui se sont installés chez nous pour justifier leur conquête. Oui, tu nous as dit ça dans un podcast, je vais le répéter, voir si j'ai compris. Le Maroc, donc, a été colonisé par les Romains, les Arabes, les Phéniciens, les Wendal. Donc, leur arrivée au début du XXe siècle, enfin, ou du XIXe siècle, est une sorte d'épisode de plus dans un pays ou un peuple naturellement voué à être dominé. Absolument. Et ça, c'est l'un des grands historiens de France, Ernest Renan, qui l'avait dit, et tout le monde l'a répété après lui. Le malheur de nos programmes scolaires, c'est qu'ils continuent aujourd'hui à développer cette option, ce qui est un crime vis-à-vis de notre passé et de notre histoire, parce que ça ne fait que nous enfoncer dans notre manière de regarder ce passé avec un regard un petit peu soupçonneux sur nous-mêmes. Du coup, on méprise pratiquement notre passé, alors que ce passé-là, il est, je dirais pas qu'il est glorieux. En tout cas, il a ses parts des gloires dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Méditerranée, de l'histoire de l'Afrique. Alors, essayons de réparer ce crime à notre modeste échelle. C'est dur de rivaliser avec Monsieur Renan, mais on va essayer dans ce podcast. Quand est-ce que tu veux commencer l'histoire de l'arrivée des Omeyyades? Bon, on connaît tous l'histoire des débuts de l'islam en Arabie. Le Hijaz, les lieux saints, le prophète, les califes, la grande discorde que les orientalistes européens considéraient l'âge d'or. La notion de l'âge d'or, ce sont les orientalistes qui l'introduisent dans la lecture de l'histoire. Connu par la grande discorde, la fitna al-Kubra, c'est-à-dire les compétitions et les luttes contre le pouvoir. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à s'intéresser à l'expansion dans tous les sens. En ce qui nous concerne, jusqu'à le calife Omar, on a conquis du côté du nord, vers le pays des Cham, qu'on appelle aujourd'hui la Syrie et la Palestine, vers le nord-est, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak et la Perse, et vers l'ouest, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Ça se passe à l'époque de Othman ibn Affan, Omar ibn Khattab, pardon, et juste après, c'est le conflit entre Othman et Ali, la lutte pour le pouvoir, le chiisme et le début, c'est-à-dire les Quraysh reprennent leur conflit d'avant la période islamique. Leurs guerres intestines. Leur guerre intestine d'avant l'islam. Mais en termes de géopolitique, si on peut utiliser un terme pour l'époque, nous avions 2 États à l'époque. Les Sassanides côté
Perses et les Byzantins côté Levant, c'est-à-dire Bilad Sham, l'Égypte et une partie de la Libye. Parce qu'on avait ces deux empires qui étaient là et que les califes et après l'État omeyyade ont vaincu et ils ont repris la tradition étatique des Sassanides et des Byzantins. Alors peut-être que je ne suis pas très bien informé, mais pour moi les Byzantins c'est Byzance. Oui. Et Byzance, c'est la Turquie, non? Oui. D'accord. Parce que tu nous as situé ça en Libye. Oui, c'est-à-dire quand les Ottomans arrivent dans c'est au XIIIe siècle, ils ont conquis les restes de ce qui restait de l'Empire byzantin par la prise de Constantinople, qui était la capitale de cet État. Mais son territoire s'étendait sur un énorme territoire qui allait de la Turquie actuelle, le Liban, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, jusqu'à la Libye. C'est-à-dire c'est là que l'histoire du chiisme des deux églises catholiques de Rome et les orthodoxes. D'ailleurs, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Et les Byzantins étaient un petit peu ces orthodoxes-là qui ont gardé l'ancien calendrier, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, le calendrier julien. D'accord, tu as le don de nous surprendre, on s'attendait à parler de l'islam, et nous voilà chez les orthodoxes. Oui, parce que le problème, pour beaucoup d'historiens, la rapidité de l'expansion de l'islam et de l'État qu'elle représentait à l'époque, c'était les Omeyyades de Damas, Bani Omeyyah. Et même aujourd'hui, je veux dire, avec les moyens de bord de l'époque, comment peut-on expliquer cette rapidité qui va venir de Damas à l'Égypte, vers l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Andalousie ou l'Espagne? En très peu de temps. Très peu de temps. Donc c'est la faillite de l'État byzantin qui joue un rôle très favorable pour l'État omeyyade. Et le deuxième problème auquel les historiens ne font pas très attention pour comprendre cette expansion rapide, c'est le chiisme qui existait dans l'église de Rome. Parce que Rome devient catholique, l'Empire romain devient catholique, l'église devient officielle de l'État, et c'est à ce moment-là qu'en Afrique du Nord, chez les Berbères, comme on les appelait à l'époque, apparaît le premier chiisme dans l'église catholique qui s'appelle le donatisme. Le donatisme, c'est un mouvement des paysans qui refusent que l'église soit officielle. Et sans comprendre ce contexte d'avant la période de la conquête omeyyade, on ne peut pas comprendre cette rapidité. Pour aller rapidement, on ne peut pas comprendre cela sans la faillite de l'État byzantin et l'existence d'un mouvement qui s'appelle le donatisme, qui, à mon avis, s'est allié aux nouveaux conquérants qui sont arrivés, et c'est là qu'on peut comprendre cette rapidité d'expansion, parce que c'est une sorte de boule de neige. Les alliances des tribus, les uns après les autres. On ne peut pas croire que Damas envoyait une armée de 10 000 ou de 20 000 militaires qui étaient tous des Omeyyades, ou là des Arabes, ou là des gens d'Arabie. Non. On enrôlait les gens au fur et à mesure. Les Égyptiens ont conquis la Libye, les Libyens ont conquis la Tunisie, les Tunisiens ont conquis l'Algérie, les Algériens ont conquis le Maroc, les Marocains ont conquis l'Espagne, les Espagnols ont conquis le Nord, les Français, si on peut utiliser les termes d'aujourd'hui. C'est mais avec des conversions au passage. Bien sûr, des conversions et surtout beaucoup d'alliances. Parce que le système tribal, le système des confédérations tribales, quand on l'a trouvé dans l'histoire de l'Afrique du Nord jusqu'au début du XXe siècle, avait fonctionné à l'époque et quelques historiens ont essayé de comprendre à travers les alliances tribales, et c'est comme ça qu'on pourrait faciliter la compréhension de cette expansion rapide. Alors, petit point, c'est que les Français et les Espagnols à l'époque coloniale ont essayé de jouer sur la conquête arabe, la conquête musulmane. C'est ni l'un ni l'autre. C'est la conquête d'un État qui s'appelle les Omeyyades, qui était en expansion territoriale, et bien sûr le prétexte c'était de propager l'islam. D'accord, c'est une conquête qui ne va pas avec une colonie de peuplement. C'est une conquête. Non. On parle de combien de personnes À part les militaires, entre 10 et 20 000 en moyenne, mais qui étaient composés de généraux ou de chefs de l'armée qui étaient affiliés aux Omeyyades, qui ne sont pas forcément de la famille des Omeyyades, Bani Omeyyah, et donc c'est des contingents qui ont prélevé sur les populations qui se sont converties ou qui adhèrent au nouvel État. Est-ce que c'est sur le modèle des conquêtes romaines, par exemple? Même les conquêtes françaises au XXe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on utilise toujours les conquis pour conquérir les nouveaux conquis. D'accord, une sorte de roue. De roue. Voilà. Boule de neige, on peut appeler ça boule de neige. Alors à quelle année arrive cette conquête omeyyade à l'extrémité du continent, c'est-à-dire chez nous? Alors, pour donner une échelle, cela se passe à peu près 55 années après le Hijra, ou le Hijir. Et ça commence avec la prise de pouvoir. Très peu de temps, absolument, parce que, après la période des califes, les Omeyyades s'installent, déménagent des lieux saints vers Damas, parce qu'ils ont utilisé et instrumentalisé les outils de l'État byzantin, en termes d'impôts, d'organisation de l'État, de bureaucratie, etc. Et ils commencent à désigner des gouverneurs. Alors, on a dit que l'Égypte était conquise auparavant, à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, avec le wali de l'Égypte qui s'appelle Omar ibn Abdelaziz.
par la suite, ils envoient leur propre gouverneur. Et par exemple, Muawiyah ibn Abi Sufyan, le premier gouverneur omeyyade, le premier sultan des Omeyyades, il envoie Omar ibn al-As comme gouverneur de l'Égypte. Et c'est Omar ibn al-As qui va organiser les expéditions militaires qui vont commencer vers l'ouest, qui vont commencer à grignoter sur ce qu'on appelle la Cyrénaïque, Barqa, c'est-à-dire Benghazi, l'est libyen. Et c'est là que Omar ibn al-As va désigner ce gouverneur ou des chefs militaires. Ce moment-là correspond à un empereur chez les Byzantins qui s'appelle Constantin. Qui a donné Constantinople. C'est en son nom. Et il a essayé d'envoyer des armées de Constantinople sans succès pour défendre ses positions qu'il avait en Libye sans succès. Donc ces armées sont défaites et c'est là que l'avancée se fait. Mais avant... Excuse-moi, est-ce qu'on peut décrire les Omeyyades dans le système et le contexte de l'époque comme étant un État moderne ou bien organisé, on peut dire ça? Oui, puisqu'il récupère l'héritage de l'État byzantin. Parce que les chroniques ne s'arrêtent pas là-dessus. Les chroniques sont très tardives, y compris pour l'histoire du prophète, les hadiths et tout ça. Les spécialistes le savent. C'est 1-2 siècles après qu'on a commencé à coucher sur papier tout ce qu'on sait. Donc du coup, on a beaucoup de perditions d'informations entre-temps. Mais on essaie quand même de créer une histoire écrite noir sur blanc. Et c'est comme ça que nous, on a aujourd'hui les chroniques qui datent de l'époque. Avant de continuer sur l'ouest, c'est là que la première fois, parce que Uqba ibn Nafi', par exemple, il vient 2 fois. Il est appointé une fois chef des armées comme une sorte de général. Après, on l'a remplacé, on l'a même emprisonné, et puis il est renvoyé une 2e fois. Donc on va faire un petit peu. Mais la première fois où il arrive à l'époque de Omar ibn al-As, au lieu de continuer sur l'ouest, il va vers le sud. C'est-à-dire il arrive jusqu'à un pays qu'on appelle le pays de Kawar, qui se trouve aujourd'hui dans le Tchad. Or, quand on connaît l'histoire, c'est la maîtrise du commerce transsaharien. Parce que par Benghazi, il va vers le Fezzan, c'est un pays qui existe toujours, Ardames, c'est une ville qui existe toujours, Fezzan et Kawar, le nord du Tchad, pour maîtriser le commerce transsaharien. Parce que, justement, toute cette histoire tourne autour des maîtrises des ressources, entre autres le commerce. Et comme le commerce à l'époque de ces produits-là était très stratégique pour les Byzantins, pour les Omeyyades, c'est ce qu'il fait d'abord. Donc par la maîtrise de ce commerce transsaharien, ce qui fait les ressources, l'argent, payer l'armée, et c'est ainsi qu'il continue sa route vers l'ouest, vers la Tunisie, le Kairouan, et ce qu'on appelle aujourd'hui l'est de l'Algérie. Alors beaucoup de légendes racontent son arrivée jusqu'à l'Atlantique, c'est pas vrai. Parce qu'on a confondu entre Uqba ibn Nafi' et son petit-fils, qui s'appelle quelque chose, ibn Abdullah ibn Nafi', qui est arrivé effectivement jusqu'au Souss. Alors les chroniques disent non, alors même la légende dit oui, Uqba ibn Nafi' est arrivé jusqu'à la ville d'Asfi aujourd'hui. C'est là qu'il a dit ouais, Asafah, et c'est l'origine du nom. Non, Asfi, c'est l'embouchure de Tansift, tout simplement. Tansift, l'embouchure de Oued Tansift. Revenons à l'original, pas au petit-fils. Quand il arrive en Algérie, en fait, il se heurte à des populations locales qu'on peut décrire comment? Alors, à l'époque, la chrétienté existait. Le judaïsme existait. C'est-à-dire les gens, en tout cas, il y avait parmi les populations qui étaient chrétiens ou juifs, plus les païens. Ça, c'est au niveau des croyances. Ensuite, des populations organisées, soit côté libyen, il y avait des gens sous l'autorité des Byzantins, et ailleurs, il y a des petits royaumes. Et c'est là qu'apparaissent 2 noms dans l'histoire de cette région, celle qu'on appelle la Kahina, d'Ihya, dans les Horaces d'Algérie aujourd'hui, et celui qu'on appelle Kousseïla, qui s'appelle Axel, et qui était un chef également d'un petit royaume côté entre la frontière d'Algérie et du Maroc aujourd'hui. Il était plus ou moins au niveau de Tlemcen. Voilà pour le schéma de l'organisation politique qui était dans les territoires qu'on appelait dans l'histoire entre la Numidie et la Mauritanie. C'était des chefs d'État, de micro-États, c'est ça? Oui. L'une des erreurs aussi qu'on fait dans la lecture de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas la lire avec les yeux d'aujourd'hui, avec la notion d'État-nation. Bien sûr. Il n'y avait pas de Maroc, il n'y avait pas d'Algérie, il n'y avait pas de Tunisie, il n'y avait pas de Libye comme on les considère aujourd'hui. Et donc les principautés, un terme plus commode pour désigner ces États qui étaient petits au niveau de la taille, mais en tout cas qui avaient une sorte d'organisation politique, économique, sociale, c'est-à-dire prélèvement d'impôts, avoir une armée, faire le commerce, la Méditerranée, le transsaharien, etc., etc. D'accord. Quelles étaient, l'organisation de ces principautés ou ces États relève un peu de l'héritage romain ou on est dans autre chose? On est dans quoi là? J'ai du mal à visualiser à quoi pouvait ressembler un micro-État du côté de Tlemcen. Non, c'était des principautés, indépendantes. L'État romain était, ça y est, il était pratiquement en faillite.
Il n'est plus l'État romain ou l'Empire romain qu'on a dans l'histoire, puisque déjà le chiisme a séparé les deux empires byzantins, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Et l'Église d'Occident elle-même est traversée par un certain ensemble de problèmes, dont celui de ce premier chiisme, qui sont les donatistes ou le donatisme, qui a vraiment... vous savez, on parle là du 8e siècle, mais il y avait juste auparavant quelqu'un qui est considéré comme le père de l'Église, qui s'appelait Saint Augustin, et qui était justement dans les Aurès. Il est originaire des Aurès, Saint-Augustin. Il a vécu au 7e siècle, 600 et quelques. Non, mais parce que je vais t'expliquer mon problème depuis le début de ce podcast. J'étais à l'école et quand on nous explique l'arrivée de l'islam, on présente la période pré-islamique marocaine, disons, même si le Maroc n'existe pas, mais disons maghrébine comme étant quelque chose d'un peu informe où les gens attendent les Arabes, quoi, tout simplement, depuis car telle est leur vocation, en tout cas telle qu'elle est présentée. Donc là, maintenant, tu nous expliques qu'il y avait des organisations, il y avait des micro-États, et ces micro-États avaient une structure, et ces structures n'ont pas forcément accueilli les Omeyyades d'un bon œil. C'est bien ça ce que tu nous dis? De point de vue religieux, ils disent ça le jahiliya, pour faire un petit peu un raccourci, vous savez, de le jahiliya en Arabie. Mais on dit le jahiliya parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Or, ces populations-là étaient chrétiennes, même s'il y avait des chrétiens en Arabie et des juifs aussi. Mais bon, on la considère comme le jahiliya, c'est-à-dire l'ignorance, on ignore l'islam, on ignore Dieu, etc. Non, il n'y a pas photo. C'est une manière idéologique un petit peu de dire que oui, effectivement, il y avait un petit peu le vide, il n'y avait pas grand-chose. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quand on parle, même dans les manuels, de l'histoire de l'Afrique du Nord, du Maroc, du Maghreb, de la Mauritanie ou de la Tunisie avant l'islam, c'est de l'ambiguïté totale. Même alors qu'on a des bons spécialistes, qui sont marocains, algériens ou tunisiens. Je veux dire, ce ne sont pas les bons spécialistes qui manquent. Ce n'est pas la matière brute qui manque. Il suffit juste que les responsables prennent ces documents-là, des travaux bien documentés, pour les introduire. La deuxième chose, c'est que la manière avec laquelle on enseigne, par exemple, en arabe, on dit le mamalik al-mouriya. Mais on ne fait pas la relation. Qu'est-ce que c'est que le mamalik al-mouriya pour ne pas dire le mamalik al-mauritania? Parce que le mouriya, c'est une traduction des morts. Avec toute l'ambiguïté que ce terme pose au niveau de la traduction, parce que les morts, c'est les habitants de Mauritanie, la Mauritanie qui était l'ancien nom du Maroc. Donc même la manière avec laquelle, quand on veut aborder le mamalik al-amaziriya ou le mamalik al-mouriya, comme ça, une traduction des morts, on laisse l'enfant, à mon avis, dans le doute. On ne lui dit pas de faire les liens avec ces morts de cette époque-là et les morts qui sont aujourd'hui, et que d'une manière générale ou d'une manière générique, on résume par le mot berbère ou barbare. Alors, comme si on a besoin aussi de mettre faire le point, sur l'évolution du nom qu'on nous a donné, et c'est l'un des grands problèmes dont on souffre, puisqu'on continue à raconter l'histoire de point de vue européen qui nous ont changé beaucoup les noms. On était les Maures, les Numides, les Africains, les Libyens, après on devient des musulmans, après on devient des Arabes, après même aujourd'hui la France croit qu'elle a des Arabes chez elle comme si c'était des gens immigrés qui venaient d'Arabie. Tout ça c'est des jeux de mots, ils inventent même les Arabes arrêtés à Poitiers par Charles Martel. C'est une mauvaise traduction du mot mort. D'accord. Donc du coup, ça crée beaucoup d'ambiguïté, mais chacun crée son histoire selon son point de vue, selon ses objectifs. Selon ses intérêts. Selon ses intérêts. Et son idéologie. Reste notre intérêt à nous et pourquoi, de quelle manière on veut raconter aussi notre passé. Tu nous as parlé de deux personnages qui se distinguent dans cette période de tension entre l'arrivée des Omeyyades. Tu nous as donné deux noms pour la première dame. La fameuse Kahina. Oui, c'est le nom le plus connu. Le plus connu, mais ça... Dihya. Dihya. Il y a ceux qui disent Damia aussi, un prénom en voie de disparition. On la surnomme le Kahina dans les documents en arabe pour lui donner une image négative. Kahina, sorcière, en quelque sorte. Parce qu'il a beaucoup lutté, c'est elle qui a affronté Hassan ibn Nu'man, celui qui avait remplacé Uqba ibn Nafi'. Entre ces deux passages. Entre ces deux passages, absolument. Et il l'a vaincu. Il a vaincu Hassan ibn Nu'man au début, et ça se passe en exactement 77 de l'Hégire, c'est-à-dire à peu près la 696 chrétienne. Alors, cette résistance, elle se fait au nom d'une résistance de pouvoir, enfin de conquête, ou d'idéologie, ou de religion. Comment on peut qualifier ces batailles? Quelle que soit la raison, ça reste une défense du territoire contre le nouvel envahisseur. Vous savez, il y a un homme de théâtre algérien, Slim Ibn Issa, il résume tout ça. Bon, on amène nous sommes des messagers de Dieu, et il réplique, au nom de Dieu, il dit, vous n'avez qu'à envoyer la lettre avec un facteur et on vous répondra. Vous n'avez pas besoin d'une armée pour nous convertir à Dieu, qu'on connaît déjà. Tout est dit.
C'est de l'ironie. C'est un homme de théâtre fabuleux qui s'appelle Slimane Ben Issa, qui a résumé un petit peu cette manière agressive de venir apporter la parole de Dieu, soi-disant, parce que c'est ce qu'on disait. Mais au fait, dans le fond, c'est la conquête des territoires. C'est un empire en expansion. C'est un empire qui a besoin de ressources. Et qui se heurte aux pouvoirs locaux. Et aux pouvoirs locaux pour défendre leurs intérêts également, leurs terrains et surtout leurs avantages également dans le contrôle du commerce, etc. Et je vous ai dit qu'au début, la première fois quand Uqba ibn Nafi arrive, avant de continuer vers l'ouest, il va vers le sud pour contrôler ce commerce. Donc c'est une question d'intérêt qui est logique. La deuxième chose, c'est comment se fait-il, excuse-moi, petite parenthèse, que la Caïne soit une dame? C'est-à-dire que c'est une dame qui gérait l'armée de son royaume, ou c'était la reine carrément, ou bien c'était quoi? Eh oui, quand on voit aujourd'hui comment on parle de nos femmes, on dirait qu'on a reculé ou qu'on a fait marche arrière par rapport à une société où il y avait une dame qui était au pouvoir suprême. Je veux dire, c'est toute la problématique de regarder notre patient en face et de reconsidérer notre manière de voir la décadence qu'on a eue au niveau des rapports sociaux, des rapports familiaux. On parle même des lignes matrilinéaires, etc. Tout ça, c'est des choses à discuter. Non, mais parce que c'est quand même rare qu'au niveau militaire, on ait des dames qui soient illustrées comme ça. C'était une reine. Y compris en Europe, je veux dire. C'était une reine. L'Europe n'a pas de leçon à nous donner. La dame est impure. C'est Saint-Augustin qui a trouvé comment, dans la chrétienté, parce que les chrétiens d'Europe à Rome, au début, ils n'acceptaient pas la femme, ils n'acceptaient pas que la femme prie dans l'église. C'est Saint-Augustin qui a inventé le voile. Il suffit à la femme de se voiler, puisque c'est considéré comme une femme impure, un être impur, de se voiler pour rentrer à l'église prier Dieu. Mais jusque-là, c'était interdit à la femme d'aller dans l'église. C'est Saint-Augustin. Sa maman s'appelle Monica. Non, si j'évoquais Saint-Augustin, c'est juste pour dire qu'il vient d'un milieu social où la femme avait sa place et sa valeur, qu'elle pouvait même être cheftaine ou reine, y compris une cheftaine de guerre quand elle a les qualités requises. C'est-à-dire que tu es en train de nous dire que le sort de la femme en Afrique du Nord était peut-être à l'époque plus enviable que celui de son équivalent en Europe, c'est ça? En tout cas, dans l'histoire, il n'est pas la seule, mais dans l'histoire, on a en tout cas des noms comme ça, comme la fameuse reine d'Égypte, Cléopâtre. Je veux dire, on ne s'arrête pas devant ce fait qui nous bouleverse un petit peu nos conceptions sur le rapport masculinité-féminité. D'ailleurs, l'histoire de la domination masculine, Pierre Bourdieu en a parlé. C'est comment le masculin impose son point de vue contre les femmes, non pas parce que c'est dans la logique, mais c'est dans la logique masculine. Donc le masculin essaie de justifier toutes sa domination par une logique masculine, mais ce n'est pas une logique humaine, tout simplement. Donc quand on voit Cléopâtre, Dihya, la fille de Cléopâtre Sélénée, qui était mariée avec Yuba II et qui était le roi de Mauritanie chinois à un moment donné de l'histoire, et la valeur qu'elle avait. D'ailleurs, on retrouve ça même à l'époque almoravide. Quand on parle d'Yusuf Ben Tachfil, on ne peut pas le dissocier de Zeynep Ben Zaouia. Son épouse. Revenons à la Caïna, donc décris-nous un petit peu la suite de cette première victoire qu'elle emporte, cette première défaite aux Mayades. Est-ce qu'ils vont envoyer des renforts? Est-ce qu'ils vont... Oui, on va changer de commandement. Alors, Uqba est arrivé dans un premier temps, au début, à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il est limogé et arrêté carrément, mis en prison en 644. On le remplace par Hassan ben Nu'man qui subit cette défaite, c'est-à-dire qu'au début, quand Uqba arrive, il n'arrive pas jusqu'à l'Algérie d'aujourd'hui. Il s'arrête au niveau de Qayrouan, en Tunisie. Hassan ben Nu'man le remplace, il est défait par Dihya, et à ce moment-là, je crois qu'il est remplacé d'ailleurs, quand il est défait Hassan ben Nu'man, il est remplacé par quelqu'un qui s'appelle Abou al-Mahajir Dinar. Toujours le gouverneur d'Égypte qui envoie les généraux de l'armée. Nous sommes en 674, c'est-à-dire quelques années plus tard, ça ne se passe pas. C'est-à-dire les vagues. Uqba est éjecté en 644, on ne le remplace qu'en 674. C'est-à-dire il y a un laps de temps. D'accord. Vous savez, il a passé 25 ans Uqba ibn Nafi en tout. C'est pas une, comment dirais-je, la manière avec laquelle on le présente comme c'est passé d'une manière rapide. Le blitzkrieg. Non. Il y a un temps. Il y a un facteur temps qu'il faut également mettre en jeu parce que tout cela va durer 70 ans. Pas plus. 70 ans de guerre, de conquête, etc. Et on verra comment la fin des Omeyyades va venir par l'Afrique du Nord. 70 ans, excuse-moi, durant lesquels j'ai lu qu'énormément de tribus s'étaient converties, puis reconverties, puis déconverties, c'est ça, c'est vrai? On dit qu'ils sont convertis, déconvertis, non. Il y avait des révoltes, mais des révoltes de musulmans contre les Omeyyades. Parce que quand ils disent Ridda, ils ne précisent pas s'il s'agit d'une Ridda religieuse ou une Ridda politique.
mais j'ai consulté pas mal de documents, on parle plus de rida politique, c'est-à-dire on refuse l'autorité politique, mais pas la religion elle-même. D'ailleurs, après la défaite des Omeyyades et leur éjection de l'Afrique du Nord, les gens continuent à être musulmans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la conversion ne se fait pas de tout le monde. La conversion ne se fait que plus tard. Parce que toute cette histoire se passe au niveau du Lim, c'est-à-dire des côtes méditerranéennes essentiellement. Pas dans l'arrière-pays. Pas dans l'arrière-pays. Et donc, le phénomène de la conversion se passe plus tard par des réseaux, des tribus, et puis y compris l'Afrique subsaharienne qui va se convertir également par les Africains du Nord d'une manière dite pacifique. Il n'y a pas de conquête militaire, il n'y a pas d'opération militaire. C'est un processus, il y a un phénomène qui prend place au fur et à mesure jusqu'à l'époque almohade. Chez nous, en Afrique du Nord, il y avait encore des populations qui croyaient à la chrétienté. D'ailleurs, ce qui est curieux, c'est comment le judaïsme survit à cette période et pas la chrétienté. Et Shmuel Lévi, avait trouvé des documents sur, par exemple, dans la région de Draa, comment les juifs et les musulmans s'allient contre les chrétiens. Tout le monde est berbère. Certains sont juifs, certains sont chrétiens et d'autres sont devenus musulmans. Et bien les musulmans s'allient avec les juifs contre les chrétiens et c'est comme ça qu'on pourrait comprendre mais pourquoi la chrétienté a complètement disparu au moment où les gens d'Afrique du Nord, une partie en tout cas, elle était chrétienne, et le donatisme s'est développé à l'intérieur de la chrétienté en Afrique du Nord et en Espagne. Donc ça, c'est un point. Donc on aurait tort de lire ces batailles comme étant des batailles religieuses uniquement, c'est ça? C'est un état d'expansion. C'est pour ça que je refuse la notion de conquête arabe ou conquête musulmane. Conquête omeyyade, on va dire. Omeyyade. D'accord. C'est un État en expansion, à la recherche de ressources, comme je disais, à la recherche de l'armée. Et pour rétailler tout cela, quand on parle de l'histoire de Tariq ibn Ziyad, d'ailleurs, on suppose qu'il était le fils de la Kahina, du Dihir. Tariq ibn Ziyad. Ouais. Il y a certains qui le supposent. Puisqu'après chaque... c'est un scoop, ça. Conquête, pour certains spécialistes, en tout cas c'est une hypothèse, parce que c'est un chef, fils de chef ou fils d'une chef, qui va devenir chef et qui va continuer pour le compte des nouveaux maîtres l'expansion. Et vous savez, quand on fait la division des groupements tribaux, de ce qu'on appelle les berbères, grosso modo, ils sont divisés en trois. Ibn Khaldun nous a laissé l'Iznata, qui occupe tout le nord, la côte, les Msmouda et les Snahaja, les gens du désert, les Znaga, les Mzangin, les gens les bronzés, absolument, du grand désert, du grand Sahara. Tout le Sahara est occupé d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui par ce qu'on appelle les rouges, les Mzangin, en Mauritanie, au sud du Maroc, au Mali, au Niger, au Tchad. C'est des rouges, même les Peuls sont surnommés les rouges parce qu'ils ne sont pas tout à fait noirs du point de vue des noirs, côté Hausa chez le Nigeria ou chez les Bambara, ils ne sont pas considérés noirs comme les autres, ils sont considérés comme des rouges. Même si on les voit de l'Afrique du Nord comme tout le monde est noir, non, c'est pas exactement le cas. Donc, quand on évoque Dihya ou la Kahina, c'est des Znata. Le système d'alliance des Znata, que ce soit les Znata de Libye, d'Égypte, de Tunisie, du Maroc, etc., c'est une sorte d'alliance et c'est comme ça que les choses se passent. D'ailleurs, même les empires qui vont succéder plus tard, quand on va parler des Almoravides, des Almohades, des Mérinides, c'est exactement la même chose. Dès que quelqu'un émerge, il fait jouer les alliances tribales et c'est comme ça que les choses se passent d'une manière rapide parce que je le répète, même avec les moyens d'aujourd'hui, faire une conquête militaire sur plusieurs milliers de kilomètres. Plusieurs kilomètres sur une période donnée, c'est pas aussi évident qu'on le pense si on n'évoque pas ces histoires d'alliance militaire et de groupement militaire. Donc voilà, on a Uqba ibn Nafi, après le Muhajir ibn Abi Dinar, on a Hassan ibn Nu'man qui est défait, l'arrivée de Muhajir ibn Abi Dinar, et l'État omeyyade cherche par tous les moyens, y compris par amener des armées des Perses. C'est beaucoup de Perses sont venus dans l'armée omeyyade. Donc de l'équivalent aujourd'hui de l'Iran. Oui. Ils sont venus dans l'armée omeyyade. D'ailleurs, ça commence à créer des problèmes entre ce qu'ils appelaient les Arabes et le Mawali, c'est-à-dire les Bani Umayya, ceux qui appartiennent à la famille des Quraysh, etc., d'Arabie, et le Mawali, c'est-à-dire les nouveaux musulmans. Et à chaque fois, on a peur. Quand tu dis les nouveaux musulmans, tu parles des Perses ou des Maghrébins? Tous. D'accord. On les considère les Mawali parce que vous devenez musulmans, mais vous devenez une sorte de tributaire de quelqu'un qui se dit arabe. C'est amusant parce qu'on parle de nouveaux musulmans et d'anciens musulmans, sachant que l'islam entier, il a moins de 100 ans à l'époque. Oui. On est dans le premier siècle de l'islam. Oui, et surtout que le principe islamique, c'est l'égalité entre tous les musulmans. Oui. Entre les anciens et les nouveaux, il y a pas de différence. Non, mais même au niveau du temps, il y a quelques décennies. Oui. Mais au temps des Omeyyades, ils gardent cette hiérarchie. D'ailleurs, ce qui va causer leur perte parce que ça va donner un phénomène à l'époque abbasside qui s'appelle Shu'ubiyya, d'ailleurs, qui s'interne, c'est-à-dire les gens qui défendent leur identité parce que les Arabes défendent leur identité, c'est halal, mais quand les autres défendent leur identité, haram.
revenons à la Caïna, donc elle est défaite par Uqba ibn Nafi' quand il revient, c'est ça? Non, c'est pas Uqba ibn Nafi' qui a eu Dihya, parce que Uqba ibn Nafi' a été tué exactement en 683 par Kusayla. Donc on arrive à Kusayla. Axel. Axel. Donc lui, c'est la zone, disons, de l'oriental marocain. L'oriental marocain, l'ouest algérien. Oran, Tlemcen, Oujda, tout absolument, ça. Voilà, d'accord. Absolument. Donc il a son royaume là-bas. Absolument. Et Il s'est converti Oui. avec le Muhajir Abedinar. Il D'accord. s'est converti et il garde son pouvoir. Et quand Uqba ibn Nafi' revient pour la deuxième fois, il commence à l'humilier. Uqba ibn Nafi', il était connu pour être très violent et très humiliant vis-à-vis des nouveaux musulmans, qu'il ne considère pas comme des vrais musulmans. En quoi cette humiliation se manifeste? En beaucoup de choses. Par exemple, quand il arrive et qu'il reprend les choses en main, déjà il se venge contre son prédécesseur qui l'emprisonne également, parce qu'on l'avait emprisonné auparavant. Et donc il se venge contre lui. Et surtout, il se venge contre tous les chefs locaux qui sont devenus musulmans, dont Axel. Et vous savez, dans les cérémonies, il y a des choses qu'on garde toujours, c'est la notion du sacrifice, égorger une bête en l'honneur de quelqu'un qui arrive, ce qui s'est passé. Et la légende raconte Uqba ibn Nafi' ordonne à Axel ou Kusayla de dépecer la bête. Lui-même. C'est par rapport à son statut, était humiliant. Et bien sûr, parce qu'il peut égorger, bien sûr, le geste d'égorgement, c'est le chef qui le fait. Il est noble. Mais dépecer la bête, c'est les autres qui le font. Ouais. Et ben, c'est pas noble. C'est pas noble. Axel lui dit non. Et ben, il lui a dit, non, c'est toi qui dois le faire. Et donc il le fait. Et c'est curieux, je ne sais plus dans quel document il est évoqué, le fameux geste de se passer la main sur la figure et sur la barbe. Ouais. La sifa. En signe de... Comment on va traduire ça? C'était un code pour ses soldats. Parce que le fait de passer la main sur le visage ou sur la barbe, c'est l'hasifa, sur le menton. Même une femme peut le faire. C'est un qarafik l'hasifa, c'est-à-dire la vengeance. Et c'était un message pour ses soldats, pour ses suiveurs, beaucoup plus que Kada, parce qu'il a vu peur qu'ils réagissent sur le champ. Donc en leur demandant non, de ne pas réagir sur le champ, on va lui faire sa fête à celui-là. Alors, la manière avec laquelle également on nous a enseigné, en tout cas moi personnellement quand je suis passé à l'école primaire, on dit que Kusayla al-Barbari qatala Uqba ibn Nafi'. Mais on ne nous dit pas que Kusayla était musulman. Donc c'est un musulman qui a tué un musulman. Pourquoi il l'a tué? C'est une histoire d'humiliation. Mais la manière avec laquelle il nous le présente, bien sûr le musulman a raison, et le Barbari a tort. Or, ce Barbari, il était musulman. Oui, enfin surtout la façon de le présenter comme ça donne l'idée que c'est une guerre de religion. Oui, d'accord. Alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Et donc, effectivement, il l'a tué. Oui, il l'a tué dans un lieu, on ne sait pas exactement, on dit Tahouda, Touda, Tazota, d'une manière générique on dit le pays des Zab, ça nous a donné le Mzab aujourd'hui, donc quelque part entre Tlemcen d'Algérie aujourd'hui et le Mzab d'Algérie, peut-être, en tout cas ça s'est passé sur la frontière maroco-algérienne, parce que la tribu que commandait ce Kusayla Axel s'appelait Auraba Brans. Barnossi. Pourquoi Barnossi? Le nom complet, Barnossi, on a encore une branche tribale qui s'appelle Brans à côté de Taza. On a cédé le Barnossi à Casablanca. Ça n'a rien à voir. Si, tout Barnossi est un Brans. Et le Brans, aujourd'hui, on a une trace, en tout cas, d'une fraction, d'une tribu carrément, à côté de Taza. D'accord, donc il le tue dans une bataille, il le tue dans un... Guet-apens. Est-ce qu'on a des détails sur ce guet-apens? Les chroniques ne sont pas précises. En tout cas, paraît-il que Uqba ibn Nafi' avait continué sa route vers l'ouest. Et c'est au retour que Axel lui fait son guet-apens, il le tue. Et c'est à ce moment-là que Axel et Dihya continuent la guerre. Alors Axel, le musulman, continue la guerre contre les Omeyyades. Et Dihya, qui ne s'est jamais converti, était encore en lutte côté Horace. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les Omeyyades ont abandonné la route côtière et ils se sont rabattus sur la route au sud de l'Atlas saharien en Algérie, c'est-à-dire côté désert. Et ils n'ont pas pu traverser la montagne des Horaces en Algérie parce que toujours la montagne, c'est un obstacle naturel. Et puis c'est un élément excellent pour la défense, pour les gens qui y habitent. Les Français en Algérie ou au Maroc ont beaucoup souffert des régions montagneuses, même avec les moyens modernes. Comment est-ce que ces histoires se terminent? Ça se termine par, la débandade d'Axel et de Dihya. Devant des renforts omeyyades ou devant quoi? Devant les renforts omeyyades et les armées qui vont venir. Donc on a que, par exemple, si Uqba a été tué en 683, 698, Dihya est tué dans une bataille et c'est fini l'histoire de la résistance. Voilà, donc on est dans une chronologie qui va de 644
à 698, c'est-à-dire sur 50 ans. Cela va continuer jusqu'à peu près 720 et c'est terminé. Ça y est. C'est à ce moment-là qu'on peut reprendre l'histoire d'une manière indirecte, puisque Moussa ibn Nusayr va être envoyé après Uqba ibn Nafi', après la mort de Uqba ibn Nafi'. C'est Moussa ibn Nusayr. Qui s'installe à Qayrawan, qui s'installe à Qayrawan et puis qui va continuer, c'est sur ses ordres que Tariq ibn Ziyad va continuer sa route à partir de Ceuta vers l'Espagne ibérique. Ouais. Mais ça veut dire qu'à partir de 698 et la défaite de d'Ihya, les Omeyyades gèrent directement le Maghreb. Par des systèmes de gouverneurs. Et ces gouverneurs-là, on a les traces des lettres. Ils envoyaient les gouverneurs de Damas, Muawiyah ibn Abi Sufyan, et puis Yazid ibn Muawiyah, et puis les autres qui vont prendre le pouvoir au niveau de Damas, vont leur demander beaucoup de choses. Les impôts, bien sûr, les esclaves, bien sûr, et surtout les femmes. Et c'est ce qui va, tu nous disais, enfin, c'est un spoiler, causer la chute des Omeyyades, c'est ça? Entre autres, surtout, oui. Parce que finalement, quand les gens se convertissent, ils continuent à être considérés comme des musulmans de deuxième degré, Mawali. Ils payent une sorte d'impôt de jizya, comme s'ils n'étaient pas musulmans. Et donc, ils se trouvent dans une situation de subalterne, ce qu'ils n'avaient accepté ni avec les Byzantins, ni avec les Romains. Donc, ça se répète avec les Omeyyades, et c'est comme ça que beaucoup de révoltes, ce qu'on appelle Rida, vont s'installer chez des chefs locaux, issus des tribus locales, et qui vont mener la vie dure au gouverneur Omeyyade. Est-ce que l'histoire a retenu les noms de ces chefs locaux, non? Oui, Maysar al-Mtaghri, par exemple, Dans quelle région? On est à Mtaghra. Alors, Mtaghra, aujourd'hui, c'est à côté de Tafilalt, hein, en 740. Maysar al-Mtaghri fait une révolte. Alors, on accuse de rida religieuse, mais au fait, non, c'est une rida politique parce qu'il mène la guerre contre les gouverneurs omeyyades. On a un certain Khalid ibn Hamid Znati également, qui mène également une sorte de guérilla. Et tout cela se termine avec, selon Ibn Khaldun, une grande bataille qui se passe encore dans les Horaces. Nous sommes dans ce contexte-là de 720-740, s'appelle la bataille des Ashraf, la bataille des nobles. On l'a appelée les nobles parce que ce qu'il y avait de nobles dans l'armée omeyyade avait péri dans cette bataille. Et Ibn Khaldun nous dit, après cette bataille, il n'y a plus de traces des Omeyyades et des Arabes en Afrique du Nord. C'est la bataille qui a sonné le glas de l'Empire omeyyade lui-même, parce que c'est à ce moment-là que leurs cousins, Bani al-Abbas de Quraysh, ont profité de l'occasion, en réunissant leurs clans également et leurs alliés, et de Bani al-Abbas versus Bani Umayya. On revient aux histoires de la Kaaba avant le prophète, etc. Et c'est là qu'ils mènent l'assaut final et ils arrivent à vaincre les Omeyyades. Et c'est terminé avec les Omeyyades, avec le début des Abbasides qui déplacent leur capitale vers Bagdad, c'est-à-dire le pays des Perses. Et c'est comme ça qu'une nouvelle dynastie s'installe. Quraysh, carrément, parce qu'on est toujours dans les histoires de Quraysh. Il faut vraiment préciser les choses parce que c'est très important. Cette histoire de Quraysh et la primauté des Quraysh sur les autres musulmans pour être au pouvoir, ce qui est un petit peu pas très musulman. Donc vous voyez quand même que c'est l'Afrique du Nord qui est à l'origine de la faillite de l'Empire omeyyade. Et en même temps, le dernier des rescapés des Omeyyades qui s'appelle Abdurrahman Dakhil va s'échapper en Andalousie, tout seul. Hein, et c'est les Znata qui vont l'accueillir avec un chef de guerre qui s'appelle Mansour ibn Abi Amir. Et c'est un petit empire qui va durer 70 à 80 ans, mais c'est même pas un petit empire, c'est un petit État. D'accord. C'est pas un grand empire. Et en même temps, on va avoir quelqu'un également qui s'appelle Driss Ier, voilà, qui va s'échapper, qui est cousin des Abbasides, qui les a aidés contre les Omeyyades. Mais une fois les Abbasides pris le pouvoir, la lutte des clans à l'intérieur de la famille de Bani al-Abbas entre les gens de Ali, donc lui, il vient de Quraysh, Driss. Et également, oui, les descendants de Bani al-Abbas, en tout cas, hein, de la famille entre Ali, parce que Bani al-Abbas encore, c'est des fractions. Quand on regarde toujours les histoires d'Abu Lahab et tout ça, je veux dire, c'est la généalogie des familles dominantes au niveau de la Mecque et de Quraysh, c'est-à-dire Bani Umayya, Bani al-Abbas, c'est les grands clans, les deux grands clans, et après on a des ramifications de chaque grande famille. Donc je récapitule, ce Driss, donc il n'est pas Driss al-Awwal, non? Si, c'est Driss al-Awwal qui... Oui, mais bon, il n'a pas encore le chiffre, puisqu'il n'est pas encore arrivé. C'est vrai. D'accord, c'est un spoiler. Absolument. Ce Moulay Driss est un Abbaside qui participe avec les autres Abbasides à la chute des Omeyyades et qui démarre
cet empire, on va dire, installé à Bagdad. C'est ça. Et pour des raisons internes de friction, je ne sais quoi, Il s'échappe vers l'ouest. Ouais. Et il arrive ici. Ouais. Où ça? Walili, Walibilis. D'accord. Walidris Zrhan aujourd'hui. Pourquoi? Bah, c'est toute la question, puisqu'on peut toujours se poser pourquoi Abdelrahman Dakhil, qu'on le présente comme le Saqr Quraysh, l'aigle de Quraysh, c'est-à-dire Faucon. pourquoi celui-là, le faucon, pourquoi celui-là arrive en Andalousie, pourquoi celui-là arrive à Zerhoun, pourquoi il ne s'arrête pas tous les deux en Égypte, en Libye, en Tunisie, etc. Il y a beaucoup d'hypothèses, mais la plus simple des choses, c'est la famille maternelle. Parce que si tout à l'heure j'avais dit que Axel ou Kousseila était le chef de la tribu des Awraba, le Branas, bah, c'est qu'on nous dit dans la chronologie que Driss Ier, enfin Driss, avant d'être premier, était arrivé chez les Awraba. Y a-t-il une relation entre les Awraba d'Axel et les Awraba chez lesquels arrive Driss? Oui, c'est les mêmes. Puisque peut-être ils ont bougé vers l'ouest, peut-être c'était une grande confédération tribale qui allait de l'actuel ouest algérien jusqu'à côté de la région de Seyss au Maroc. Il n'y a pas de problème. Excuse-moi, j'ai besoin d'être éclairci sur ce point. Driss, Moulay Driss, arrive de Bagdad. En fait, voilà. Il est, tu nous as dit, de Quraysh. C'est-à-dire que ses parents sont dans ce qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Son père. Son père. Et sa mère. Et sa mère. Donc peut-être sa mère faisait partie de ces femmes qu'on envoyait, de contingents de femmes que les sultans et les notables de Damas demandaient à leurs généraux. J'ai oublié l'élément des femmes qui étaient envoyées. Voilà. C'est ça ce qui me manque. Et vous savez, dans les lettres, des fois, il y a même des précisions. Ils demandaient presque des mannequins à l'époque. Ils précisaient vraiment les critères, comment dirais-je, physiques du genre de femmes qu'ils voulaient recevoir. D'accord. Bon, ça ne veut pas dire que nos femmes étaient plus belles qu'ailleurs, mais en tout cas, peut-être ils étaient impressionnés par le statut d'abord de ces femmes qui étaient, comment dirais-je, pas des femmes d'intérieur, mais des femmes, si on peut utiliser les termes d'aujourd'hui, égales les hommes, peut-être même supérieures aux hommes. Alors, donc, la théorie que tu développes, qui existe, une hypothèse, donc ce serait que Moulay Driss serait venu chez sa famille maternelle. Absolument. Et qu'il aurait un rapport, pourquoi pas, avec Axel ou la Kousseila. Il ne peut être que peut-être son grand-père ou peut-être son arrière-grand-père. Mais en tout cas, Axel était le chef des Awraba, ça c'est clair. Moulay Driss arrive chez les Awraba, c'est clair. Bah, il n'y en a pas de Awraba. Il y a une seule confédération tribale qui s'appelle les Awraba. On a même aujourd'hui encore à côté d'Hormizat, Aïtouribl. Bon, pour certains, ils disent c'est une déformation phonétique entre Aïtouribl et Awraba. Bah, c'est exactement la même chose. Bon, peut-être il y a une déformation phonétique, mais Aïtouribl de côté d'Hormizat, il revendique d'être les Awraba et d'être les oncles maternels de Driss Ier, sans problème jusqu'à aujourd'hui. Qui va démarrer la première dynastie? L'une des premières dynasties, 127 de l'Hégire. L'une des premières dynasties, parce que justement après cette faillite On nous le présente comme le fondateur du Maroc. Oui, on nous le présente, mais c'est pas tout à fait cela, parce qu'il n'est pas le premier gouverneur, il n'est pas le premier pouvoir indépendant. Là, avec la faillite des Omeyyades en Afrique du Nord, on va avoir plusieurs petits États. Et surtout parce que pendant la période Omeyyade, on va avoir la propagation de deux idéologies qui sont nées à la fin des califes et le conflit entre les califes et les Omeyyades, c'est le chiisme et ce qu'on appelle les khawarij, les ibadites. Et ça se diffuse beaucoup en Afrique du Nord. Du coup, on a des principautés qui sont soit chiites, soit ibadites. Est-ce qu'on peut dire que Moulay Driss va fonder une principauté plus grande que ces petites principautés? Alors pourquoi on nous le présente aujourd'hui comme étant le premier nom de dynastie entre guillemets marocaine ou maghrébine? Est-ce que c'est par la taille? Est-ce que c'est un choix idéologique de notre histoire, ou alors ce qui s'est distingué par quelque chose de remarquable par rapport à ces principautés? C'est Driss II qui va devenir un petit peu, comment dirais-je, à l'époque mérinide, qui va être en vue avec la faillite de l'empire mérinide, la perte de l'Andalousie. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à atteindre un nouveau stade dans l'histoire de nos États, quand on parle des dynasties chérifiennes, avec les Saadiens qui revendiquent une ascendance chérifienne, et les Alaouites plus tard. Parce qu'entre-temps, on a eu les Almoravides, les Almohades, les Mérinides, qui revendiquent une appartenance tribale aux confédérations tribales Snahaja, Msmouda, Znatha, et donc avec une sorte de faillite politique va nous donner le terreau d'une notion qu'on va appeler le chérifisme, et surtout que chérifisme, parce que le Sharfaï, on a tellement, mais il y a une seule branche du chérifisme qui va avoir cette légitimité de pouvoir arriver au pouvoir, c'est la branche idrisside. Donc si on considère Driss Ier une maman des Awraba,
Si il arrive et il se marie avec Kenzadeh Auraba, si son fils Driss II, dont la maman est une femme Auraba, dont la grand-maman maternelle qu'il n'a pas connue est d'une Auraba, c'est-à-dire on va créer une sorte de chérifisme autochtone. D'accord. Parce que la branche idrisside est devenue fondamentale, que ce soit pour les Saaniens ou pour les Alaouites, c'est devenu fondamental comme un élément de légitimité, de pouvoir. Voilà. Ce qui se comprend pourquoi cette notion de chérifisme aujourd'hui en tout cas jusqu'à un certain moment, a atteint un degré très important. Mais la notion de pouvoir ne peut être liée à l'idrissisme, qui est une sorte de chérifisme marocain. Eh bien, je pense que c'est un excellent mot de la fin. Je vous laisse réfléchir à tout ça. C'est un podcast très riche. Merci Mustapha et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de nos trépidantes aventures à la recherche de notre passé. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.